Pourquoi je me suis mis au yoga, c'est ça la question. Clairement, à cause des souffrances que je portais dans mes 30 premières années de vie. Des souffrances où, en gros, souffrance qui doit être celle d'un canard dans une couvée de poules, en fait. De se sentir raccroché à rien, n'accepter rien de ce que l'environnement local me proposait. Et dedans, j'inclus l'éducation nationale et toutes ces choses-là, ou la religion. Ça m'a rendu extrêmement rebelle. Et la rébellion, c'est pas un champ d'amusement, en fait, c'est un champ de souffrance. On est toujours en conflit, avec une magistrale erreur, en fait. Je suis en conflit, mais c'est l'extérieur qui est responsable de mes douleurs et donc de mes rébellions. Et c'est le yoga qui m'a fait comprendre que, oui, la rébellion était là, oui, les douleurs étaient là, mais que la responsabilité, elle était à l'intérieur et pas à l'extérieur. C'est ma subjectivité propre qui était responsable de ces souffrances. Et donc, j'étais responsable de mes propres souffrances. Même s'il y a un cadre dans lequel elles prennent, c'est mon interprétation des événements qui génère les douleurs. En fait, il faut admettre que ces souffrances sont des carburants pour un changement individuel et collectif. Il y a peut-être 99% de négatif dans une douleur, mais il y a assurément 1% de positif. Et toute l'intelligence du yogi, c'est de se laisser attirer par leur 1% de positif et de faire grandir le positif de chaque situation douloureuse. Petit temps d'arrêt. Vous savez que vous êtes en train d'explorer l'expérience des deux chakras. Et le yoga fait partie d'un des efforts, surtout avec une notice d'emploi, avec une guidance en fait, et un de ces moyens difficiles à réaliser pour pouvoir échapper au formatage de notre cervelle, c'est-à-dire de se servir de la plasticité cérébrale en fait, pour recréer de nouveaux réseaux, de nouvelles connexions qui nous permettent d'élargir notre compréhension de qu'est-ce que la vie, dans le but, in fine, d'avoir une vision de plus en plus claire, large et ouverte de la vie. Bien au-delà de ce petit théâtre individuel du vivant que je suis, de voir la grande vie et de me voir être un petit point de cette grande vie. C'est vraiment nécessaire. Sinon, suivant l'arbre de Darwin, on est mal barré. Il est nécessaire de reconstruire une vision noble, en fait, de la vie. Enfin, c'est magique, c'est magnifique
Et qu'est-ce qu'on en fait? En gros, c'est faire la guerre à l'obscurantisme. Depuis A jusqu'à Z. Et puis d'être on peut dire un guerrier. Pas obligatoirement avec des kalachnikovs, mais c'est vraiment une guerre personnelle. Lutter contre son propre obscurantisme. Quand je regarde ma propre existence, il y a en gros deux parties. La première partie où presque au quotidien je trouvais la vie insensée, complètement insensée. Et j'avais des pulsions pour la détruire en fait, la vie. Et puis disons en gros l'autre deuxième moitié, celle qui nous amène jusqu'à aujourd'hui, ben, c'est presque exactement l'inverse. Avoir l'idée d'un sens qui se renforce quasiment au quotidien en fait. Et qui trouve ses racines dans l'observation de l'environnement, en fait, dans l'observation de la nature qui nous porte en fait, qui nous nourrit, Donc j'en arrive à me demander, mais comment peut-on vivre sans sens? Comment peut-on vivre raisonnablement, ou même, disons, sans cette cohérence que nous offre un sens de la vie? Ayant rencontré un guide, un swami, je me suis assez vite interrogé au fonctionnement du cerveau en fait. Qu'est-ce que c'est que le mental, comment ça marche, sur quoi il s'appuie, etc. Pour voir que tout ce sentiment d'injustice que je ressentais comme étant objectivement vrai était bien évidemment objectivement faux. Donc j'ai été amené à m'interroger sur le fondement en fait de cette négativité en moi. Devenez expert de l'observation neutre, qui n'est pas une observation d'un événement qui n'a plus de goût, qui n'a plus d'odeur. C'est exactement le contraire. Continuez de cette manière. Dans cette concentration, et parce que c'est une concentration, vous aurez des dérangements, sous la forme d'une pensée ou sous la forme d'un appel physique. Acceptez cela, mais restez neutre. Ne cédez pas à l'injonction de la pensée ou de l'attention. Restez fixe dans la technique d'écoute du souffle et le maintien du regard intérieur sur le centre des sourcils, en arrière-plan. Le Hatha Yoga est présenté dans beaucoup d'ouvrages
comme étant le yoga préparatoire au yoga du mental, au Raja Yoga. Et en fait, le Hatha Yoga, même si il est basé sur une sorte de gymnastique douce, de stretching, avec des muscles bien déterminés qui vont s'allonger et se rétracter. Et donc il y a une grosse part d'objectivité. Il me semble que le but du Hatha Yoga, c'est de faire naître à l'intérieur de soi une sensibilité qui grandit au fur et à mesure des pratiques. Donc c'est la manière dont je m'ouvre aux sensations intérieures. En fait, je pars d'une situation où je sens très peu, où ce que je sens c'est douloureux, vers une situation où je suis de plus en plus sensible au message intérieur. Et l'objectif étant de devenir hypersensible en fait. C'est-à-dire d'accéder à de multiples dimensions de l'existence, et bien sûr autant d'existence extérieure que d'existence intérieure, pour sentir mieux, voir mieux dans le but d'agir mieux, pas pour de souffrir plus, même si. Hein. Mais c'est surtout pour avoir plus de paramètres dans les prises de décision vers des actions qui soient le plus justes possible. C'est-à-dire ne plus agir sans, par exemple, ne pas prendre en compte d'innombrables paramètres environnementaux. On est dans la problématique du siècle, et même de la décennie, si j'ose dire. Donc c'est accéder à tout un tas de messages intérieurs ou d'interactions entre l'extérieur et l'intérieur qui ne sont pas décryptés parce que je ne suis pas assez éveillé à ces messages. Donc pour moi, le Hatha Yoga, c'est une préparation à cet éveil. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Après, il faut apprendre à gérer cette hypersensibilité en fait. Être hypersensible, ça peut générer de l'hyperdouleur. Et si je reste dans cette habitude, dans cet automatisme de m'identifier au contenu de mon mental, je vais faire de mon hypersensibilité un terrain d'hyperdouleur. Ça va devenir insupportable à vivre. Hein. Donc il est nécessaire, peut-être pas la première année, peut-être déjà un peu la deuxième année de Hatha Yoga, mais assurément au bout de 5 ans c'est obligé. D'aller chercher des pratiques d'apprentissage du fonctionnement cérébral, de comment fait-on pour vivre avec cette Formule 1 dans la tête, comment peut-on apprendre à conduire cette Formule 1 et pas se laisser embarquer par des automatismes cérébraux. En fait c'est comment arriver à quitter l'automatisme cérébral, automatisme animal qui est en nous, qui est dans chacun des animaux, et pour aller vers une vie de plus en plus volontaire, avec 2 options, volontaire constructive ou volontaire destructive. Il faut faire attention aussi. Hein. Donc le Hatha Yoga, en fait, ça sert à entamer une démarche, se rendre sensible pour essayer d'apprendre à se servir de cette sensibilité. En fait, c'est partir de quelque chose qui semble être extrêmement objectif, des mouvements avec un corps physique objectif, pour développer en arrière-plan quelque chose de déterminant et de fondamentalement important et plus important que l'objectif. Développer le corps subjectif et notre subjectivité, la manière dont on perçoit, qu'on traite les informations vers une action. C'est à ça que ça sert en fait. Et le yoga, à mon avis, ça sert à ça et à rien d'autre. Et je pourrais même dire que si le yoga n'amène pas le pratiquant à cela,
c'est que le pratiquant il a loupé une marche quelque part. Et j'ai plein de choses qui sont fausses dans mes mémoires. J'ai plein de choses qui sont douloureuses et je voudrais plus les porter. Mais ils sont là, que je le veuille ou que je ne le veuille pas, que ce soit conscient ou subconscient, de toute manière c'est là et ça y restera. Si je m'intéresse aux fonctions neurocérébrales, avec cette fameuse plasticité cérébrale, si je m'intéresse à un archétype mémorisé, l'archétype mémorisé, il n'est pas fidèle par rapport à l'événement. C'est une sorte de photographie de l'événement qui est stockée en moi, mais une photographie qui est déjà floutée par toutes les mémoires qui précédaient. Donc c'est pas fidèle ce que j'ai en tête. Non seulement c'est pas fidèle, mais nos fonctions cérébrales sont capables de les modifier pour que ça devienne cohérent avec ce qui précédemment était stocké. Je ne peux pas rentrer des choses en conflit dans ma tête. Je suis capable même de changer complètement la qualité d'un archétype à mémoriser pour le rendre cohérent. C'est-à-dire que je peux même le modifier et stocker l'inverse dans ma tête. Et une fois qu'il y est, il y est. C'est tellement facile de s'inventer une histoire et d'y croire. Hein, on trouve des gens complètement fous qui parlent aux morts, etc. Le pire, c'est que les morts y répondent. Que les gens parlent aux morts, c'est facile. Mais que les morts répondent et qu'ils entendent les morts répondre. Hein, par contre, que son subconscient, comment dirais-je, que son subconscient me parle avec un mort, oui. Mais ça ne veut pas dire que le mort me parle, ça veut dire que mon subconscient parle à la place du mort. Et ce que dit le subconscient à la place du mort, c'est pas obligatoirement une connerie. En fait, c'est rattaché à toute cette imagerie mentale, à tout le contenu mental que je porte. Les joies, les peines, tout ce qu'on veut de toute mon existence. Donc le message subconscient qui passe par l'idée, le mort est en train de me parler, n'est pas complètement stupide. Maintenant, prendre un langage subconscient avec mon conscient et dire donc, puisqu'il m'a dit ça, je le fais, alors là c'est dangereux. Parce que le langage du subconscient et le langage du conscient sont deux choses complètement différentes. Et si je me sers du conscient pour décrypter le subconscient, je suis sûr de me gourer. Le subconscient va marcher principalement par association d'images, par association de bruit, de sons, de perception. Pas le conscient. Donc si le mort me dit cela, et que je traduis, mon subconscient me dit cela, il faut que j'apprenne à me faire une idée de qu'est-ce que ça veut dire. Et ça, il n'y a que la méditation qui peut me dire. Ton conscient, ton subconscient te propose cette association d'images. En fait, il faut apprendre à voir plus loin que ce que nous montrent nos mémoires. En fait, il faut transcender cet obstacle des paramètres que l'on porte dans nos fonctions cérébrales. Et c'est assez antinaturel en fait.
hein, puisque la nature, dans son génie en gros, nous fait voir ce que l'on a déjà vu pour par automatisme agir. La seule conclusion que je peux avoir, c'est qu'il faut que je fasse un petit peu attention à mes jugements, un petit peu attention à tous ces automatismes que mon cerveau me donne en fait, à longueur de journée. Et puisque déjà de manière naturelle un archétype peut être modifié, je peux aussi le modifier par une manière volontaire. Hein, on retrouve ça dans différentes psychothérapies. Je peux, par l'intermédiaire des méditations de Patanjali, intervenir sur la qualité de mes archétypes mémorisés, soit pour changer une partie, soit pour en changer des gros parties, ou simplement colorer différemment, avoir un autre regard dessus. Et par conséquent, m'offrir une autre qualité d'interprétation à partir de, on peut dire, d'archétypes mémorisés remis à niveau pour pouvoir agir différemment et de manière plus cohérente. On n'est pas obligé d'être en Padmasana pour méditer, on peut méditer en étant allongé ou en marchant. Les méditations de Patanjali et les méditations tantriques sont faites pour mettre à niveau en fait nos contenus mentaux au niveau des croyances, des principes, des archétypes mémorisés. Hein, dans le but d'essayer d'être plus juste dans l'existence, hein, plutôt que d'alimenter cette incohérence en fait. Tous ceux qui se sentent déterminés à agir pour s'ouvrir à cela et apprendre à décrypter cela. Pas uniquement pour la qualité de sa propre vie, bien sûr c'est là, mais surtout pour le collectif de l'humain et l'encore plus gros collectif qui est pour l'environnement lui-même, pour la nature elle-même. Toutes les personnes qui se sentent déterminées parce qu'ils en ont besoin intérieurement. Ces gens-là, qu'ils fassent de grandes trouvailles ou non, ces gens-là travaillent pour l'humanité, travaillent pour le futur de l'humanité. Tous les autres, et mieux, pire encore pour ceux qui prétendent travailler politiquement ou industriellement pour l'humanité, la condamnent. Parce que ces gens-là ne sont pas dans une démarche d'aller chercher à l'intérieur d'eux-mêmes le décryptage de paramètres qui pourtant y sont et qui parlent des interactions avec la nature, qui parlent des interactions entre un individu et son environnement. Ou un individu et un autre individu. La méditation telle que Patanjali la propose, telle que le yoga la propose, est une méditation de découverte de la réalité, en fait, de se rapprocher de la réalité, de la compréhension de la réalité. Et ça, c'est sans fin, en fait. C'est sans fin. Donc comment essayer d'apprécier de plus en plus les différentes qualités de la réalité, plutôt que de rester dans des expressions d'une réalité qui n'est que le reflet d'un événement dans mes mémoires. Et si mes mémoires étaient de qualité, et si le contenu des concepts
le contenu des principes, le contenu des croyances était de qualité, il n'y aurait aucun problème. Et s'il y a autant de problèmes, c'est que certainement la qualité de nos mémoires, du contenu de nos mémoires, n'est pas celle qu'elle devrait être. Surtout si je veux prétendre être sapiens. Alors je ne sais pas si tu te rappelles, mais le feu te fascinait quand tu étais gamine, te fascine quand tu es devenu adulte et continue de te fasciner. Il y a une attirance pour le feu qui peut être même pathologique pour ceux qui exagèrent cette attirance. Alors le feu, d'accord, c'est du bois, c'est des flammes, c'est chaud, ça sent bon, ça fait du bruit, ça éclaire. Mais c'est aussi typiquement une transformation. Et pas une transformation vide de sens. Quand on regarde bien un bout de bois qu'on va jeter ou offrir au feu, c'est une structure morte. Et ce que l'on fait, c'est qu'on va libérer l'énergie de cette structure morte pour la remettre à la vie, la remettre dans le processus du vivant par l'intermédiaire d'une flamme qui est une danse, de la lumière qui permet de voir, qui permet d'apprendre, qui permet tout plein de belles choses. Il y a un symbole très fort dans la transformation, on peut dire, le recyclage par le feu. Et si la nature est un processus de recyclage, de transformation, et ça serait difficile de me prouver que ça ne l'est pas. Et je suis un élément de cette nature. Et par conséquent, je suis dans un processus de recyclage et de transformation. Donc je parle à travers un objet de transfert, le feu, je parle avec le contenu de ma vie, en fait, le support, la cause et le but de ma vie. Ça permet de rentrer en relation avec des pensées qui sont souvent bien abstraites et qui restent abstraites, et donc peu palpables, difficile de prendre un sens si fort que ça devient une part de ma personnalité ou mes traits de caractère. Mais par l'entraînement, ça peut le devenir. Donc un Havan, c'est simplement se rappeler que, étant dans le processus de la nature, je suis dans un processus de recyclage et de transformation, et il m'appartient d'accepter ou de participer à cette transformation d'un point de vue volontaire, plutôt que de laisser les automatismes se faire et puis de laisser sa propre vie se consumer. Elle se consume, elle se recycle. Mais en créant quoi? Voilà le problème. Est-ce que j'aurais profité de ma vie pour créer quelque chose ou simplement pour passer mon temps? C'est un choix en fait. Et dans notre centre de yoga, on a adopté une sorte de triptyque qui est Ganesh, Sarasvati et Durga. Ganesh représente la qualité d'accepter la confrontation, et bien évidemment, confrontation de ce que la vie nous offre au quotidien, c'est-à-dire les choses plaisantes. C'est pas tellement difficile à se contraindre à les accepter, mais les choses difficiles, généralement, on passe son temps à les évacuer. Or, il faut bien admettre, ou du moins ça fait partie de mes conclusions, sur mon existence, au regard de mon existence, que c'est dans les difficultés qu'il y a plein de choses à apprendre. C'est pas dans les facilités qu'il y a plein de choses à apprendre.
mais pas simplement pour devenir un champion de la confrontation, dans le but de pouvoir apprendre. Et voilà Sarasvati qui arrive en fait, qui est là traditionnellement en Asie, qui est la déesse de la science en fait, du savoir en gros, accessoirement de la musique, et ça me parle aussi beaucoup, et des arts. Donc Sarasvati, c'est donc l'idée de confronter dans le but d'apprendre. Acquérir un savoir pour être un hyper savant, c'est un magnifique piège en fait. C'est une nourriture de l'intellect égotique et c'est un piège. Si je veux apprendre quelque chose, c'est pour vivre autrement. Hein, c'est pour me transformer, c'est pour accepter une transformation vers quelque chose que je ne connais pas. Hein, et donc quelque chose qui a plutôt tendance à faire peur, puisque je ne me connais pas. Donc, généralement quelque chose qu'on évite systématiquement parce que derrière il y a un fond de peur. Donc dans Scriptique, c'est en fait 3 entités, 3 substances abstraites. Accepter la confrontation, apprendre et se transformer. Voilà pourquoi eh bien, j'ai piqué dans le panthéon de l'Asie 3 formes avec 3 noms, donc des mantras associés, dans lesquels je peux faire des offrandes, c'est-à-dire rendre des gestes objectifs à des substances qui sont abstraites, mais dont j'aimerais bien être pourvu. Quand j'offre pas à la statue, à la murti. J'offre cette murti représente en fait une image secrète de mon intérieur, et j'offre dans l'image secrète de mon intérieur par l'intermédiaire de gestes, hein, c'est-à-dire par quelque chose d'objectif, j'atteins ma subjectivité. Notre main culturelle nous offre des sens à l'existence. Par exemple, je passe par un processus d'éducation pour trouver un boulot. Comme si trouver un boulot, c'était le sens d'une vie. Ma conclusion, certainement pas. Ou alors, le sens d'une vie, je me rapproche d'un dogme, je prends une croyance dogmatique et je dis le sens d'une vie, c'est honorer Dieu, par exemple. Est-ce que ça amène le bonheur, la paix en société, etc. Je ne pense pas quand on regarde ne serait-ce que les journaux ou les différents réseaux. C'est plutôt l'inverse, ça crée des tensions, ça crée des différences en fait, ça crée une dualité. Et donc cette dualité trouvera toujours des voies d'expression dans lesquelles il y aura des bagarres et ça se finit toujours par des macabées. Le sens de la vie, c'est une sorte de résumé conclutif de ce que l'on perçoit de notre propre subjectivité en fait. Qu'est-ce qui nous rend capable de comprendre ce que l'on fait sur Terre, de comprendre quel est le but et la cause en fait des interactions d'un individu en tant que centre
d'un petit univers et l'environnement qui peut aller aussi loin que le grand univers. Et de voir que ces interactions omniprésentes et omnipotentes entre un centre et son environnement est censé en fait. Et d'avoir cette compréhension, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Si je cherche à développer cette compréhension en fait, des qualités de l'existence, de mon existence et de l'existence en général et de l'interrelation entre les deux, eh bien c'est pour essayer de vivre en cohérence avec ça. C'est-à-dire de développer des actes qui soient cohérents et conformes avec ma compréhension. Donc oui, chaque vie est importante, parce que chaque vie écrit des informations. Quelles sont la qualité des informations que j'écris? Voilà une question importante. Puisque ces informations sont là pour colorer le futur, en fait. Ce que j'écris aujourd'hui initialise le futur d'une certaine impulsion. Quelle qualité je mets pour un futur à offrir aux générations qui vont nous remplacer. Le futur sera ce que moi-même, plus tous mes collègues, mes 7 milliards de collègues, sont en train de penser aujourd'hui. L'environnement changeant, chaque individu doit se rendre capable de s'adapter aux changements environnementaux. Et on est bien dans un problème de ce siècle en fait. Ça va devenir douloureusement et devenir très ardent dans notre siècle. Donc c'est fait pour apprendre. Mais si c'est pour apprendre, c'est peut-être pour corriger des connaissances qui étaient fausses, qui ont été longtemps prises pour des connaissances justes et qui nous amènent dans des errements et des conséquences des errements qui peuvent être dramatiques. Donc la nécessité d'apprendre s'impose par la nature elle-même. Toutes les espèces, donc y compris l'espèce humaine. Dans le but de quoi? De céder cette connaissance à sa descendance. Il y a cette cession qui est importante. Ça ouvre un chapitre extrêmement intéressant, c'est qu'est-ce que l'humain, disons, des parents ordinaires comme toi et moi, quelle est la connaissance que je veux céder à mes enfants? Qu'est-ce qui est important? Comment, dans mon imagerie mentale, comment je rêve que mes enfants puissent devenir? Et ayant ce rêve, qu'est-ce qu'il faut que je leur donne comme enseignement en fait? D'ailleurs, quand je dis donner, je ne devrais pas dire donner, mais montrer plutôt comment je vis ce que je voudrais qu'ils soient capables de vivre quand ils seront devenus grands. C'est pas la même chose, c'est pas des cours magistraux. C'est plutôt de les imbiber de ma propre compréhension de ce que je voudrais leur offrir lorsque je partirai. On a tous envie d'avoir des enfants qui soient empathiques, par exemple. Mais comment pourraient-ils devenir empathiques si je ne suis pas capable de leur montrer comment on vit cette empathie lorsque l'on est parent? C'est que des mots. Je pourrais apprendre des définitions par cœur ou même donner des cours particuliers d'empathie. Ça aura certainement un effet, mais pas un effet aussi important que si le père et la mère montrent comment on vit de façon empathique.
On construit des théories, des concepts sur des illusions, sur des erreurs qui sont extrêmement graves en fait. Graves dans le sens où ça génère des atrocités en fait. Mais notre devoir, notre vie, ça sert à corriger cela. Et sinon, on serait toujours dans la même civilisation préhistorique qui n'aurait pas évolué. Il y a eu des circonstances, des gens, des adaptations qui ont poussé à évoluer. Et l'état de la pensée humaine a fait un bond comme un saut quantique. Avant on pensait comme ça, maintenant on pense comme ça. Mais aujourd'hui, là, de toute évidence, il faut qu'on saute. Il faut changer. Il faut oser changer. Il faut se tourner vers une mutation éventuelle. Et la mutation, ce n'est pas l'humain qui doit l'inventer, c'est la nature qui l'a. C'est la nature, c'est le collectif. Une mutation, c'est pas une affaire d'individu, c'est une affaire de collectif. Même si chaque individu est une tentative de mutation. Chaque vie est une tentative de mutation. Et c'est la loi du grand nombre du collectif qui fait qu'une mutation peut s'établir et se stabiliser en fait. Il nous appartient, c'est notre boulot d'humain de ce 21e siècle, dans cette place, de corriger ces erreurs. Et de corriger ces erreurs, pas uniquement pour se faire plaisir, parce qu'en disant comme ça au moins je suis sûr que mon paradigme à moi il est de qualité. Hein. Non, non, pour les générations futures. On ne peut pas endetter nos générations futures, enfin c'est celle de nos enfants et nos petits-enfants, les endetter des conséquences de nos erreurs de connaissance et de notre résistance à modifier le contenu de notre mental en fait, nos concepts, nos croyances, en gros le contenu de nos mémoires. C'est notre boulot, c'est à ça que ça sert la vie. Et je pense que n'importe quelle existence écrit. Et que cette écriture reste ad vitam aeternam.